Bien, bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Euh, Aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est la digitalisation des factures dans les cliniques, contraintes organisationnelles ou opportunités d'efficience. Je voudrais présenter les intervenants. Donc, on avait également fait mention de la clinique OC Santé qui devait participer. Malheureusement, j'ai reçu hier, en fin d'après-midi, un message me disant que suite à la pandémie de Covid-19, ils avaient des contraintes administratives d'urgence et qu'ils ne pouvaient pas participer à ce webinaire. Donc, je vais demander à Monsieur Laroy de Software de se présenter peut-être. Bonjour, donc je suis Cédric Laroy, directeur de projet directeur de projet et directeur du pôle GEF chez Software Medical, qui est l'intégrateur de la solution Sagix3 au sein du groupe Ox Santé. Très bien. Moi, je suis Pierre-Emmanuel de Pompignan, ingénieur d'affaires chez Access Business Solutions, Access Software. Et Didier, si tu peux te présenter également. Bonjour à tous, moi je suis responsable avant-vente. On vous entend mal, Didier. Merci, je crois que j'avais oublié mon micro. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis responsable avant-vente et je répondrai à toutes vos questions fonctionnelles ou techniques que vous pourriez avoir lors de la présentation. Voilà. Alors avant de commencer, je vais demander à mes collègues, puisque je n'aurai pas la possibilité de pouvoir les faire rentrer, de faire les admissions directement en faisant cliquer sur Entrée si c'est possible pendant ce traitement. Merci beaucoup. Alors, au cours de ce webinaire, donc on va parler de la digitalisation des factures, des problématiques rencontrées. On va faire un petit rappel sur les points d'aspect législatif donc d'aujourd'hui à 2025. On va également faire un focus sur les contraintes organisationnelles ou les opportunités d'efficience. Et puis on ira sur une petite présentation de Nexia. Et puis, bien évidemment, on se réserve un temps d'échange au cours de cet entretien pour pouvoir répondre à vos questions éventuelles. Un mot sur Access, avant d'aller au cours de cette présentation. Access a pour mission d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale en leur proposant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe Access existe depuis plus de 20 ans. On a plus de 200 collaborateurs, 250 collaborateurs. On réalise 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, avec une croissance de plus de 10% depuis 2003, la création du groupe. Et on réinvestit 12% de notre chiffre d'affaires en R&D. Access est spécialisé dans 3 domaines d'expertise: l'édition de logiciels, le service et le cloud computing. Au sein de l'édition de logiciels, donc on a 3 métiers différents. La santé au travail, on équipe les centres de santé au travail. On est également dans le monde de l'éducation, de la formation et de la dématérialisation. Au niveau du cloud computing, on est sur tout ce qui est hébergement, transformation, digital, DevOps, service manager, cloud et IT. Et à ce titre-là, on est également hébergeur données de santé, depuis un agrément qu'on a depuis 2019. Et puis, dans notre 3e pôle d'activité, au travers du service, on est également conseil, développement site web open source, ingénierie logicielle. Nos 3 data centers sont situés à Nanterre, Saint-Denis et Lyon et sont redondés directement. On a également un pôle partenariat institutionnel avec 3 pôles d'activité qui sont Entrepreneurs du Monde, qui est une ONG lyonnaise qui a vocation à aider les entreprises par le système du microcrédit dans les pays en voie de développement. BPI France Excellence, qui est un réseau national qui labellise les entreprises ayant une forte capacité à innover. Et le réseau Entreprendre, par lequel on aide les créateurs et repreneurs d'entreprises à se positionner. On est également membre de la DFCG, la direction financière, partenaire de la DFCG, direction financière et contrôleur de gestion, avec qui on participe depuis plus de 4 ans maintenant. Alors, bien évidemment, je vais présenter rapidement le groupe OC Santé. Donc, c'est un groupe indépendant dans la région Occitanie
qui regroupe 17 établissements, qui a 3000 salariés et qui fait environ 6000 naissances par an, avec 650 médecins libéraux. Peut-être, Monsieur Laroy, si vous voulez présenter rapidement Softway, très rapidement. Donc, Softway est à la fois un intégrateur donc, de la solution Sage X3, qui est un ERP édité par Sage, et aussi éditeur de logiciels, qui est la solution, avec la solution Hospital Manager, qui est à la fois DPI et gestion administrative du patient. C'est une société de plus de 500 collaborateurs, avec un actionnariat 100% français, qui réinvestit 20% de son chiffre d'affaires en R&D tous les ans, et qui a eu une croissance, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros en 2019, et qui a une croissance aussi de plus de 15% de son chiffre d'affaires en moyenne sur les 5-6 dernières années. Voilà. Il y a un groupe qui existe depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Très bien, merci beaucoup. Alors, la première des questions qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont, quand on parle de dématérialisation des factures, quelles sont les problématiques que l'on rencontre, que l'on pourrait rencontrer. Alors, vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Marques International dit qu'il existe plusieurs postes de traitement dans le traitement d'une facture qui sont la réception, la comptabilisation, la validation, l'archivage physique, la mise au paiement, et tous ces postes ont bien évidemment source de coûts financiers pour lesquels aujourd'hui la dématérialisation engendre des économies. Alors on peut aller de 30 à 50% d'économies. Selon Marques International, ça c'est propre à chaque entreprise, à chaque entité, bien évidemment. Et puis, on peut constater aussi qu'une facture sur 5 peut avoir des litiges et traiter des litiges. Et bien évidemment, les économies seront d'autant plus importantes que l'on pourra optimiser le traitement de ces litiges. Il y a également des points qui sont importants à savoir, c'est-à-dire qu'un collaborateur dans une entreprise passe en moyenne 5% de son temps à faire de l'archivage physique, à rechercher des documents. Le coût d'un document important dans le cadre d'un litige, ça peut coûter jusqu'à 20 € et c'est un prix de traitement d'archivage, bien évidemment. Et puis, il y a aussi le nombre de copies que les différents acteurs peuvent être amenés à pouvoir faire pour valider une facture. Et dans l'ère du papier, on estime que aujourd'hui, en moyenne, 3,5 copies sont faites pour chacune des factures. Alors, si Monsieur Garot de OC Santé avait été là, il nous aurait sans doute parlé pendant quelques mots de son projet et les raisons pour lesquelles il avait lancé son projet. Alors, on peut en citer quelques-unes, bien évidemment. Ce sont principalement les gains de productivité. Alors, sur les gains de productivité, on va parler de suppression de l'archivage papier. On va parler également de la réduction du temps de traitement, l'aspect mobilité. On va parler également de partage de l'information, de la possibilité de pouvoir consulter une facture depuis un logiciel de comptabilité. On va parler également aussi des contraintes réglementaires que vous tous, autour de cette table, vous devez commencer à connaître par rapport à la digitalisation des factures. Et c'est ce pourquoi je vais aujourd'hui, maintenant, rappeler le fondement de la facture électronique de maintenant jusqu'en 2025. Alors, quelques mots pour ceux qui l'ont oublié. La dématérialisation des factures tire son origine de la directive européenne de 2010 qui introduit la possibilité de pouvoir, pour faire des gains de productivité, dématérialiser des factures, c'est-à-dire le pouvoir les transmettre par voie électronique. Alors, cette directive a imposé 3 fondements principaux qui sont le principe d'égalité des traitements entre la facture électronique et la facture papier, la possibilité pour les différents acteurs de pouvoir se transmettre ces factures par voie électronique. Alors, c'est les acteurs, bien évidemment, opérateurs au sens du texte. On va parler des échanges franco-français, des échanges communautaires en zone Europe ou éventuellement des zones extra-communautaires. Et également, le troisième point qui est essentiel, c'est garantir l'authenticité de l'origine, donc savoir qui est l'émetteur de la facture, savoir que l'intégrité du contenu est assurée, que le document n'a pas été modifié, et de s'assurer également de sa lisibilité. Et ça, c'est quelle que soit la forme papier ou électronique. Et ces 3 points ont été traduits en droit français
par l'article 289 du Code général des impôts. Alors, si on devait se poser la question de savoir ce que c'était qu'une facture électronique, bien évidemment, on dirait que c'est un flux ou un ensemble de flux qui a été créé, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu'elle soit. Donc, une facture nativement papier que vous auriez numérisée ne constitue pas une facture électronique au sens de la législation. La facture resterait nativement papier et vous l'auriez digitalisée pour des fins de traitement documentaire interne à votre organisation. La transmission et la mise à disposition des factures électroniques sont soumises à l'acceptation du destinataire. Alors, encore à aujourd'hui, vos fournisseurs doivent vous demander un accord préalable pour vous transmettre des factures électroniques. Alors, bien entendu, on va s'entendre sur le format, on va le voir juste après, il existe 3 types de formats, le format papier, le format Word, le format PDF simple ou le format EDI, et éventuellement le format électronique par le PDF signé. Et puis depuis la loi Macron, aujourd'hui, un fournisseur ne peut plus refuser une facture électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe une double cohabitation entre le fait que vous deviez donner votre accord préalable au fournisseur sur le type de format qu'on doit vous envoyer. Est-ce que je vais recevoir une facture Word ou est-ce que je vais recevoir une facture PDF? Et bien évidemment, vous ne pouvez plus refuser. Donc, il y a quand même un début d'obligation qui est côté digitalisation des factures, côté fournisseur. Alors, je le disais tout à l'heure, pour garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, il faut 3 choses. Alors, la première, c'est la mise en place d'une piste d'audit fiable pour les factures qui seraient envoyées au format simple, c'est-à-dire Word, PDF, Excel, par mail, sans qu'il ne soit apposé de moyens de pouvoir sécuriser cette facture. Et puis, il y a également la possibilité d'avoir recours à la signature électronique, ce qu'on appelle le référentiel général de sécurité ou le certificat EIDAS qualifié, qui va permettre de pouvoir non seulement permettre d'identifier l'émetteur de la facture, et également de garantir la non-modification dans le temps de la facture. Et donc, en mettant en place une signature électronique avancée des factures, on s'affranchit de la nécessité de mettre en place une piste d'audit fiable. Et puis, il y a le 3e point qui est de l'EDI, dans l'échange de données informatisées, pour ceux qui souhaitent également dématérialiser leur facture. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a dans la partie de dématérialisation une obligation légale qui conserve la conservation. Alors, il y a deux aspects, il y a l'aspect fiscal et il y a l'aspect commercial. En termes de fiscalité, l'archivage électronique obligatoire des factures dématérialisées est de 6 ans. Mais également, en droit commercial, il peut aller jusqu'à 10 ans. Et dans le monde de la santé, on peut avoir des obligations jusqu'à 50 ans sur certains points. Il faut le savoir. Alors, la particularité de la digitalisation et de l'archivage des factures, quand on met en place une piste d'audit fiable, on est contraint à un archivage pendant 6 ans de l'ensemble des éléments qui ont concouru à pouvoir conserver ces documents de manière électronique. Si on parlait de maintenant jusqu'en 2025, vous le savez tous, est apparue la loi de finances 2020 qui, dans son article 153, introduit pour les acteurs assujettis à TVA l'obligation d'émettre des factures électroniques. C'est-à-dire qu'on était tout à l'heure depuis la loi Macron, sur un début de fait que vous ne pouviez plus refuser, et maintenant vos fournisseurs vont être contraints, à partir de 2023, de vous envoyer des factures au format électronique. Donc l'obligation de dématérialisation sur 2023, 2024 et 2025 va concerner l'ensemble des acteurs d'assujettis à la TVA. Et vous le voyez sur cette slide-là, 2023, ça concerne les grandes entreprises, 2024, les ETI, et 2025, les TPE-PME. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à se poser la question du double objectif. Pourquoi avoir mis en place ce calendrier? Bien évidemment, c'est raccourcir les délais de traitement pour les paiements des factures entre les assujettis à TVA, mais c'est également lutter contre la fraude à la TVA. Pourquoi? Parce qu'il va falloir remonter toutes les informations par l'interopérabilité sur le traitement des factures
à l'administration fiscale. Alors, aujourd'hui, si on se focalise sur le secteur de la santé et la dématérialisation, bien évidemment, il y a deux possibilités de pouvoir mettre en place de la digitalisation de factures, soit sur des solutions on-premise, soit sur des solutions en mode SaaS. Dans ce cas, il va falloir se poser la question d'un agrément HDS. Alors pourquoi HDS? Parce que vous avez des particularités avec des factures qui concernent les dispositifs médicaux implantables, qui peuvent concerner, avoir des informations confidentielles comme un nom de patient, comme une date d'opération, comme un type de prothèse, comme un numéro d'IPP, comme une LPP. Et toutes ces informations, bien évidemment, au-delà du caractère confidentiel propre au patient, eh ben, il va falloir également se poser la question de la refacturation d'une facture de DMI au patient. Et donc, toutes ces particularités vont mettre en place ce qu'on appelle un contrôle administratif entre la validation d'une facture d'un fournisseur qui vous aura mis en dépôt une prothèse et la refacturation au patient qui sera passée au bloc directement. Et puis, il y aura également, dans certains cas de figure, des sujets de prorata de TVA propres à votre activité. J'en arrive maintenant à la question de savoir si la digitalisation des factures, c'est une contrainte organisationnelle ou une opportunité d'efficience. Vous l'avez compris, on a une contrainte réglementaire forte avec deux aspects. Bien évidemment, la loi Macron qui, depuis le 1er janvier 2020, introduit le fait qu'aucune entreprise ne peut plus refuser une facture électronique envoyée par son fournisseur. Mais également, on va être aussi poussé très rapidement dans la loi de finances de 2020 qui indique que les acteurs devront envoyer et émettre leurs factures au plus tard au 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er janvier 2025. Donc, au plus tard au 1er janvier 2025, toutes les factures fournisseurs seront forcément dématérialisées. Mais aussi, c'est aussi une opportunité d'efficience. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des traitements 100% électroniques intégrés à vos applications métiers. On va avoir des gains de productivité sur la saisie semi-automatique des factures, la validation simplifiée, les contrôles métiers qu'on va optimiser, la possibilité de faire du traitement en mobilité, et puis bien évidemment la possibilité d'avoir des offres soit on-premise, soit en mode SaaS qui sont certifiées HDS. Je n'oublie pas également la particularité que vous pourriez avoir dans vos métiers, qui est de faire du contrôle de la refacturation des fameuses factures de DMI pour s'assurer justement du bon paiement des factures aux fournisseurs. Alors pour répondre à ça, on propose une solution en mode SaaS, modulaire, évolutive et intégrée, qui s'articule sur trois modules. Donc la partie Nexia Capture, qui est toute la partie acquisition, le workflow qui va être la partie validation, traitement, intégration à l'application métier, et la partie GED, qui est le coffre, la partie archivage électronique, armoire électronique virtuelle. Alors pour pouvoir comprendre comment on va travailler, avant d'aller sur une démonstration, vous voyez ici, il y a trois canaux d'acquisition. Donc un premier qui pourrait être un portail fournisseur, un deuxième qui pourrait être des emails qui seraient directement envoyés ou encore des factures papier qui arriveraient et qui seraient digitalisées directement et adressées sur la partie capture. Une fois que la partie capture va être traitée, on va bien évidemment adresser ces factures sur Nexia Workflow pour qu'il y ait un traitement des factures avec les commandes réceptionnées issues de software médical ou de toute autre application métier. Et on va pouvoir également générer des écritures comptables à destination de la comptabilité. Et puis derrière, on va archiver cette facture pour qu'elle soit à la fois associée à une commande d'achat et également associée à une écriture comptable. Donc on est sur trois briques, comme je le disais, la partie capture, la partie workflow et la partie GED. Alors maintenant, je voudrais aller sur la partie spécificité des factures de DMI, avant d'aller vers une démonstration. Alors, concernant les factures de DMI, donc on a toujours les trois canaux d'acquisition avec la partie capture qui, bien sûr, la partie essentielle dans le traitement documentaire. On va avoir ces factures qui vont arriver dans le workflow, Nexia. Bien évidemment, on va avoir
des informations qui seront peut-être lues associées à un numéro de commande, donc un dossier patient, un code LPP, des informations qui sont propres à ces commandes. Alors, de deux choses l'une, soit on a un appel vers la GAP, la gestion administrative du patient, avec des web services qui vont permettre de pouvoir faire du contrôle automatique de refacturation. Donc ça, c'est pour ça que vous avez ici un traitement en pointillé. Soit c'est pas possible, et dans ce cas-là, on peut faire un workflow additionnel avec une activité automatique supplémentaire pour permettre un contrôle manuel de la refacturation au patient par les personnels de la GAP, la gestion administrative du patient. Et bien évidemment, on va pouvoir émettre ces factures à destination de Nexia GED pour la consultation et l'archivage. Monsieur Laroy, je crois que vous aviez hier, quand on avait échangé, quelques points ou d'informations complémentaires sur ce schéma. Oui, sur ce schéma, on n'a pas mis en place de web service à Oxanté. Oxanté a un principe, comptabilise ses prothèses refacturables sur des comptes en 4, ce qui fait qu'en fait, on comptabilise, lorsque la facture fournisseur arrive, on intègre le numéro de séjour dans un champ référence libre, dans le compte 4, et lorsque la facture de vente vient d'Hôpital Manager, on met aussi le numéro de séjour dans ce champ référence libre, et on a mis en place un système de lettrage automatique de ce compte, qui nous permet une édition derrière particulière qui permet de visualiser les manques de facturation ou les écarts entre le montant acheté et le montant facturé. Et derrière, on a mis en place un système où on réimporte derrière les deltas éventuels quand il y a des erreurs, enfin des écarts de centimes ou d'euros même sur ce lettrage. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de web service au sein de Santé, mais en effet, ce serait envisageable éventuellement dans d'autres cas si vous passez par des comptes 6 et 7. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas de votre intervention. Je vais revenir sur le schéma précédent. Donc, pour aller vers la démonstration, donc la première étape, je vais faire ce qu'on appelle une partie capture. Donc, pour cela, je vais me mettre ici l'écran. Je vais me connecter sur la partie Cofax et je vais simuler l'acquisition de 2 factures pour le traitement documentaire, pour que vous voyez un petit peu comment fonctionne cette LAD dans le traitement documentaire. Alors, je vais prendre une facture sans commande et je vais prendre également une facture avec commande. Donc, je vais faire la partie acquisition. Alors, comme vous l'avez vu sur le schéma, on a la possibilité soit de faire un dépôt par mail, soit de numériser ces factures et de les envoyer par un MFP à direction du portail Nexia Capture. Et on a également la possibilité, puisqu'on a aussi un portail fournisseur, de permettre à vos fournisseurs de déposer leurs factures directement à destination de Nexia. Alors, maintenant que j'ai traité ces documents, je vais aller regarder mes documents qui sont en attente. Donc là, aujourd'hui, j'ai bien ma facture Dell qui est ici. Et je vais démarrer le traitement de cette facture. Alors, ici, vous voyez que le système a reconnu que c'est mon fournisseur Dell parce qu'il y a un référentiel qui est intégré à ma LAD. J'ai ici un numéro de facture qui m'a été lu, la date de facture, la date d'échéance, le numéro de la commande, il est lu sur le système. Ça concerne le site de Lyon. J'ai un numéro hors taxe, un montant hors taxe, j'ai du port associé, j'ai un total TVA, un total TTC. J'ai également un SIRET qui est associé à cette facture pour mon code fournisseur, un numéro de TVA intracommunautaire qui permet de pouvoir faire la présence des contrôles des 7 mentions obligatoires des factures et éventuellement mon IBAN. Une fois que j'ai validé tout ça, je vais pouvoir envoyer cette facture dans le workflow. Alors maintenant, je vais passer sur la partie workflow. Donc, je vais vous présenter la partie traitement de la facture dans le workflow. Donc ici, je vais jouer le scénario comme si j'étais un Didier qui travaille à la comptabilité.
Hop là. On attend, voilà. Donc, j'ai ici la possibilité de rechercher mes factures en date du jour. Et je vais rechercher mes deux factures que j'ai traitées d'aujourd'hui. Et je vois que j'ai la facture à base qui était traitée directement. Elle n'a pas été passée dans la LAD. Elle est arrivée directement dans mon workflow. Donc, je vais pouvoir la présenter avec vous directement. Donc là, c'est une facture sans commande. J'ai l'image de ma facture qui se retrouve sur la gauche et j'ai les données de la LAD qui ont été reconnues sur la droite. Et j'ai la possibilité de pouvoir comptabiliser, d'avoir bien évidemment des informations associées au contrôle de doublons, mais comme c'est une facture que je passe plusieurs fois, vous voyez ici que ces contrôles ont été débloqués et nous permettent de pouvoir s'assurer que, bien évidemment, c'est une facture qui a été faite en doublon. On a ici un onglet comptabilité, donc sur lequel est associé le compte fournisseur, un compte de charge récurrent qui correspond à du matériel informatique et un code de TVA. J'ai également la possibilité de pouvoir saisir des axes analytiques et de pouvoir mettre des messages. Alors, je le disais tout à l'heure, on a la possibilité de pouvoir faire un message soit en interne, soit au portail fournisseur avec un petit message OK à traiter, par exemple. Et donc, je vais envoyer cette facture directement à mon fournisseur, comme quoi j'ai envoyé ce traitement. Sur ma partie données, j'ai aussi la possibilité de pouvoir assigner cette facture à un traitement. Alors, par exemple, à la communication, c'est moi qui vais traiter cette facture pour pouvoir la valider. Hop là. Maintenant, ma facture d'elle est arrivée. Donc, sur ma facture d'elle, c'est une facture d'informatique. On va voir que l'image va se charger. Elle est établie d'aujourd'hui. Et j'ai une commande qui est associée à ce traitement. Donc, je vais pouvoir voir le fait que j'ai un rapprochement qui a été fait directement par rapport à cette commande, que cette commande porte les informations comptables associées à la comptabilisation de cette facture et porte également les informations analytiques associées. Alors, si, bien évidemment, il y avait eu une erreur sur la partie commande, j'aurais pu rechercher l'ensemble des numéros de commande réceptionnés sur ce fournisseur pour pouvoir lui permettre de choisir la bonne commande et faire le lettrage associé. Bien évidemment, on retrouve un petit peu moins d'informations de contrôle. Pourquoi? Parce que c'est une facture d'aujourd'hui, que c'est un nouveau numéro de facture, que je n'ai pas de doublon et que ici, c'est simplement mon IBAN qui n'est pas correct et que sur le numéro, que la date d'échéance est supérieure au contrôle interne que j'ai fait. Donc, tous ces messages, vous voyez, sur cette partie contrôle et traitement documentaire, sont des informations qui sont associées au comptable pour pouvoir les traiter. Et là, bien évidemment, je vais pouvoir aussi associer cette facture à Pierre-Emmanuel pour la validation. Alors maintenant, je vais me déconnecter de la partie Didier, qui travaille à la comptabilité, et je vais me positionner sur le profil de Pierre-Emmanuel pour être le contrôleur. Donc, on retrouve nos deux factures qu'on a traitées jusqu'à présent. Et vous voyez ici que le valideur a beaucoup moins de possibilités de traitement. Bien évidemment, il pourrait aussi faire le rapprochement si on décidait qu'il fasse un rapprochement par rapport à une commande. Donc, il a aussi la possibilité de pouvoir faire le rapprochement directement, mais il n'intervient pas sur les données comptables qui sont figées à cette étape-ci.
et il peut mettre un commentaire. Donc, OK pour moi ou OK à contrôler directement. Et là, ici, il a la possibilité de pouvoir faire une demande d'avoir et de générer un modèle d'avoir directement en mode standard, par exemple, directement. Et donc là, on va générer une lettre d'avoir par un champ de fusion automatique, charté directement à votre organisation, sur lequel on va pouvoir, bien évidemment, modifier cet avoir. Alors, pour modifier cet avoir, ben, rien de plus simple. Je vais télécharger en local le document. Hop là, le temps que Word s'ouvre. Voilà. Ici, j'active la modification. Je vais mettre un petit peu de couleur ici. Hop. Ici, je vais recharger le traitement. Et je vais avoir la facture qui va se recharger. On a également toute la partie piste d'audit fiable avec les informations associées à la facture. Donc, quelles sont les factures, les commandes associées. Et on a aussi toute la partie historique des actions qui ont été faites depuis le traitement jusqu'à maintenant. Bien évidemment, à cette étape, on peut envoyer cette facture par mail à différents acteurs, demander aux fournisseurs également, et on peut dialoguer avec le portail fournisseur. Voilà, donc j'ai terminé sur la partie workflow de validation. Je vais me déconnecter et je vais revenir sur Didier, par exemple. Pour vous présenter quelques fonctionnalités additionnelles que nous avons dans le système, comme par exemple la gestion des délégations et des pouvoirs, qui permet de pouvoir, par exemple, ici, visualiser la banette de Damien Blin qui a été assignée à Didier, et donc pouvoir permettre à Didier de valider les factures de Damien, donc on pourrait directement traiter ici. On va pouvoir également faire des recherches rapides. Par exemple, alors on va chercher toutes les factures du 28 février au 30 mars, par exemple, et on va rechercher, on va faire une recherche, et on va retrouver notre facture du 30 mars qui est ici, et sur lequel on va avoir toutes les informations associées au traitement. Et on va également avoir un outil de supervision qui va me permettre de pouvoir avoir des informations sur la situation actuelle et sur d'autres éléments, le bilan de la période, etc. Voilà, donc sur la partie workflow, ce que je pouvais vous présenter. Donc maintenant, j'ai essayé de vous montrer comment se passait la partie acquisition, la partie workflow. Maintenant, j'en arrive sur la partie GED, la dernière brique de mon synoptique, sur lequel je vous propose de me connecter côté GED. Alors ici, on est sur la GED Nexia qui a été commercialisée et lancée sur le marché en septembre 2020. C'est une GED sur laquelle on est sur un NoSQL, une technologie Angular, Responsive Design. Donc si jamais je peux faire quelque chose comme ça, eh ben, vous voyez que j'ai un resizing de mon écran qui me permet de pouvoir faire des recherches directement. Alors, supposons qu'on cherche une facture Dell, par exemple. Alors, fournisseur, c'est ça la recherche. Voilà. Je reviens là.
Et vous voyez que automatiquement, le fournisseur d'aile a été connu dans la recherche. Alors, je vais avoir ici, je reviens en plein écran, je vais avoir ici ce qu'on appelle des facettes. C'est-à-dire que je peux chercher les bons de livraison, je peux chercher les factures et puis les bons de livraison, je peux avoir des informations sur ma facture d'aujourd'hui, par exemple. Et puis, je peux aussi faire des recherches de toute autre manière, comme par exemple casque. Et je vais voir toutes les factures qui ont des casques. Et puis, si je mettais imprimante aussi, parce que je veux savoir quelles sont les factures qui ont des casques et des imprimantes, eh ben, je vais aussi faire une recherche. Et puis, si je mettais également l'imprimante et PC, et ben hop, j'ai aussi une réactualisation. Donc, vous voyez, ma recherche sur du full text fonctionne également. Voilà, je crois que j'ai terminé sur cette partie présentation. Peut-être encore une ou deux fonctionnalités intéressantes. Bon, bien évidemment, on va pouvoir resizer le traitement de l'image, les agrandir. On va pouvoir ajouter des commentaires. Alors ici, je vais pouvoir mettre un commentaire et je vais mettre par exemple à Didier. Et donc automatiquement, quand je mets un commentaire sur la solution, je vais générer un email qui va être adressé à Didier. Je vais pouvoir mettre des pièces jointes et pouvoir consulter l'historique. Donc les fonctionnalités, je dirais, essentielles d'une GED directement. Je crois que le temps nous est compté. Il reste encore quelques minutes pour pouvoir arriver sur la partie questions. Et je reviens donc sur cette partie-là directement parce que pour la partie présentation, j'ai terminé. Donc si jamais vous avez des questions ou des interrogations, bien évidemment, avec Monsieur Laroy et Didier Chardonnay, on est là pour y répondre. Je rappelle que vous avez un chat avec la possibilité de pouvoir mettre sur vos questions sur la droite directement. Bien. Ah, il y a des questions qui vont arriver. Le nombre d'utilisateurs est-il limité? Alors, nous avons un modèle économique qui est fonction du nombre d'utilisateurs pour la partie workflow et pour la partie GED. Et pour la partie facture, c'est un traitement au nombre de factures traitées. Pendant que les différents intervenants nous posent des questions, Monsieur Laroy, peut-être avez-vous quelques conseils à donner pour la mise en place d'un projet de digitalisation des factures en tant qu'éditeur de solutions de RP à destination des cliniques? Oui, ce que l'on voit aujourd'hui dans les projets de DMAT, c'est que ça soulève un certain nombre de questions sur les processus et ça remet parfois en cause des processus dans les établissements au niveau de la centralisation et du circuit des documents. Donc, mon conseil serait d'anticiper cette obligation légale. Alors, en plus, ça permet de l'avoir un peu plus dans le temps et de prendre un temps d'examen de son processus actuel au niveau des factures. Où arrivent mes factures? Quel est le process de validation? Parce que la mise en place de la solution DMAT peut remettre en cause ce process-là et vous apporter aussi de nouvelles solutions. On voit aussi que ces projets de DMAT raccourcissent les délais de production de situations en améliorant justement le recueil des factures. Donc, pour les cut-off, pour les établissements qui souhaitent faire maintenant des situations au mois, on voit que ça contribue à l'amélioration de ces situations-là.
Voilà. Donc, ma question, voilà, mon conseil serait d'anticiper au maximum et de ne pas attendre 2023, en tout cas, pour parler de démat dans vos établissements. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a 2 questions qui sont intervenues de temps. Donc, alors, peut-on extraire, par exemple, le nombre de, je ne sais pas, je pense, lignes d'une facture de laboratoire? Alors, oui, on peut faire une LAD ligne article également et rapprocher les informations de la ligne article avec les commandes réceptionnées en quantité. C'est une nouvelle fonctionnalité que nous avons actuellement disponible. Ceci étant, bien évidemment, on ne le conseille pas forcément parce que ça rajoute du temps au vidéocodage et ça a un impact financier important par rapport à une solution en tête-pied de page. La solution est-elle disponible uniquement en mode SaaS? Donc aujourd'hui, on préconise le SaaS sur la partie HDS, sur la partie simplicité de mise en œuvre, mais on peut également faire du on-premise ou de l'hybride, c'est-à-dire pour le workflow et la GED en mode installé, on-premise, et la LAD en mode SaaS. Alors, avez-vous un document d'aide pour analyser le processus des factures en parallèle avec un mode de digitalisation? Alors, pour répondre à cette question, on pourrait vous solliciter, vous renvoyer vers notre pôle service chez Access Service qui travaille sur la mise en place de procédures associées à la dématérialisation et au traitement documentaire et qui va également vous aider sur ce qu'on appellerait une assistance à maîtrise d'ouvrage pour permettre la mise en place de ces traitements. Voilà, je viens de penser aussi aux multiples liens, c'est-à-dire que quand vous avez des factures dans le process, si vous avez des outils qui gèrent les achats qui sont décorrélés de votre compta, il faut bien prévoir des doubles liens ou en tout cas un lien vers le circuit achat et vers le circuit comptabilité. Voilà. Alors que quand vous avez un ERP, vous avez aussi un seul lien à faire entre l'ERP et la solution de digitalisation. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que le webinaire touche à sa fin. Je voulais tous vous remercier de votre présence et de votre participation. S'il n'y a plus de questions, parce que je crois que le timing qu'on s'était donné, 10h31, arrive maintenant. Voilà. Je reste bien sûr à votre écoute avec Mohamed, Ariel, Benjamin et Romain pour répondre à toutes vos questions autour de la digitalisation. Merci à tous de votre participation et bonne journée.